vous parler, effectivement c'est l'année de la lumière, mais je ne vais pas vous parler de la lumière pour elle-même, mais plutôt de ce que la lumière nous a permis de savoir sur l'espace et sur le temps. Et sur le temps. Qu'est-ce qu'on a appris sur l'espace-temps grâce à la lumière. Alors d'abord, je vais vous parler un petit peu, très brièvement, d'espace et de temps, montrer que les notions intuitives qu'on a d'espace et de temps sont insuffisantes pour pouvoir répondre déjà à des questions physiques simples, donc la nécessité d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension de ce qu'est l'espace-temps, essayer de dire ce que c'est que faire une théorie de l'espace-temps, ce que ça veut dire la comparer aux expériences, et puis dire ensuite la lumière, ce qu'elle nous a appris là-dessus. Alors l'espace, bon, on sait tous plus ou moins intuitivement ce que c'est. L'espace, en gros, c'est l'ensemble de tous les endroits qui existent. Je crois qu'on peut le définir comme ça de façon très simple. C'est l'ensemble de tous les lieux qui existent. Et il y a deux faits d'expérience que nous expérimentons tous les jours. L'espace à 3 dimensions. Ça veut dire qu'à partir d'où je suis, je peux aller devant, derrière. Ça, c'est une première dimension. Je peux aller à gauche ou à droite, c'est une deuxième dimension. Je peux aller en haut ou en bas, c'est une troisième dimension. Et tout autre mouvement que je peux imaginer est en fait une composition de ces 3 mouvements élémentaires. Ces 3 déplacements élémentaires. Ça veut dire qu'on a l'espace à 3 dimensions. Autre chose que nous avons tous constaté, c'est qu'on peut explorer l'espace à notre guise. À un moment, je suis ici, je vais ailleurs, rien ne m'empêche de revenir ici, si j'ai envie de dire, finalement, ce qui se passait ici était bien. Donc, je peux explorer l'espace complètement à ma guise et à la vitesse que je veux, en quelque sorte. Alors l'espace, c'est une chose qui se mesure. Pour mesurer l'espace, on a inventé essentiellement 2 types d'instruments. Un instrument qui permet de mesurer la distance entre 2 points, qu'on appelle des règles, disons de façon générique, pour mesurer les longueurs, les distances qui séparent 2 points particuliers. Et du fait que l'espace a plusieurs dimensions, eh bien, à partir d'un point donné, on peut définir différentes directions. Eh bien, c'est intéressant de mesurer une quantité, la quantité longue qu'il y a entre ces deux directions, qui permet de dire, finalement, de quantifier la différence qu'il y a entre ces directions, en quelque sorte. Alors, le temps, c'est un petit peu différent, mais le temps, c'est rien d'autre que l'ensemble de tous les instants qui existent. Un instant, c'est un moment particulier. Le temps, c'est juste l'ensemble de tous ces instants possibles. Alors, 2 faits d'expérience. Le premier, c'est que le temps, contrairement à l'espace à 3 dimensions, le temps a une seule dimension, passé futur. D'accord, il n'y a pas d'autre direction temporelle. L'autre fait sur le temps, qui différencie encore de l'espace, c'est une chose qu'on a tous constatée. L'espace, c'est qu'on va du passé vers le futur, pas moyen de revenir dans le passé si on avait envie d'y revenir. Et en plus, la cadence, je ne veux pas dire la vitesse, la cadence avec laquelle on va du passé vers le futur, c'est aussi quelque chose sur quoi on n'a absolument aucune prise. Donc, différence essentielle entre le temps et l'espace, c'est que le temps, on n'a vraiment aucune prise sur la façon dont il s'écoule. Le temps, comme l'espace, se mesure avec des horloges qui permettent de quantifier donc un intervalle de temps qui sépare 2 instants particuliers. Aïe, 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 aïe. Voilà. Alors, bon, tout ceci, j'ai l'impression que le micro a été coupé, on m'entend quand même, il n'y a pas de problème. Alors, bon, tout ceci, ce sont des connaissances expérimentales, intuitives que nous avons de l'espace et du temps, expérience qui nous vient de notre expérience de tous les jours, mais ça ne dit rien de très très précis sur l'espace et sur le temps. Alors, quand on fait de la physique, qu'est-ce qu'on fait? On cherche en général à décrire des phénomènes dans l'espace au cours du temps. Le genre de problème qui nous intéresse particulièrement en tant qu'astronome, déterminer le mouvement d'une planète ou d'une comète dans le système solaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire déterminer ces différentes positions à différents instants. Donc si on veut pouvoir faire ça de façon précise, il faut d'abord avoir une notion beaucoup plus précise que ce que nous avons jusqu'à maintenant de ce que c'est que l'espace et de ce que c'est que le temps. Cette description précise est également nécessaire pour faire une théorie cohérente des phénomènes physiques dont on veut décrire les découlements de la façon dont ils évoluent dans l'espace au cours du temps. Mais avant, on va d'abord se poser 2 questions simples pour illustrer le fait que, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser, ce qu'on sait sur l'espace et sur le temps qu'on a vu ici ne nous dit rien de vraiment très précis. On va poser 2 questions très simples et voir si la réponse, si on peut avoir la réponse à ces questions-là. Alors d'abord, je dis que pour mesurer donc, les intervalles de temps, on peut construire des horloges. Je ne vais pas me dire le mot, mais enfin, vous savez ce que c'est. Alors, on peut faire des horloges identiques. Qu'est-ce que c'est que 2 horloges identiques? 2 horloges identiques, ce sont 2 horloges qui, quand je les mets ensemble, au même endroit dans l'espace, et qu'elles restent ensemble, leurs aiguilles tournent à la même vitesse. Alors quand j'ai 2 horloges identiques, je peux les synchroniser, m'assurer qu'à un moment donné, en quelque sorte, elles indiquent exactement la même indication horaire, et puisqu'elles tournent à la même vitesse, je suis assuré que tant que ces horloges seront ensemble, elles indiqueront toujours la même heure. À partir de ceci, maintenant qu'on a défini ce que sont 2 horloges identiques, on peut se poser une question très simple.
J'ai construit ici deux horloges qui sont identiques et je les ai synchronisées. Je prends une horloge, j'emmène avec moi, je vais faire un tour, à pied, en avion, je me roulette, tout ce que vous voulez, et puis je reviens un peu plus tard. Et je peux me poser la question suivante. Une fois que je remets ces deux horloges en coïncidence, est-ce qu'elles sont à nouveau synchronisées? Alors on peut se dire que la réponse pourrait peut-être paraître évidente. Le fait est que si vous vous contentez simplement de raisonner à partir de ce que vous savez sur l'espace et sur le temps, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on ne peut pas donner de réponse. Rien ne vous permet d'affirmer que lorsque vous avez deux horloges identiques qui sont synchronisées, tant qu'elles sont ensemble, quand vous les séparez et que vous les réunissez à nouveau, qu'elles seront à nouveau synchronisées ou pas. C'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir à partir des notions purement intuitives d'espace et de temps que nous avons vues jusqu'à maintenant. Une autre question très naïve, un petit peu du même tonneau. Imaginons une situation dans laquelle nous avons deux personnages, que j'ai appelés Isaac et Albert, pour des raisons qui sont évidentes. Alors, on va dire qu'Albert, par exemple, est sur le quai d'une gare. Il voit passer un train. Un train, disons que le train passe à 40 km par heure pour fixer les idées. Dans ce train, il y a Isaac, qui est au repos là-dedans, et il y a un objet qui se déplace dans ce train, que j'ai matérialisé par une voiture, ça peut être autre chose. Alors, on va dire que cette voiture se déplace dans le train à 10 km par heure. Ça veut dire que si Isaac mesure la vitesse de la voiture par rapport à lui, il voit la voiture qui se déplace à 10 km/h. Si Albert voit le train, donc Isaac qui se déplace par rapport à lui, il voit que le train se déplace par rapport à lui à 40 km/h. Maintenant, on peut se poser la question. Albert peut très bien voir la voiture et mesurer la vitesse de la voiture par rapport à lui. Quelle sera la réponse? Quelle sera la vitesse de la voiture que Albert va mesurer par rapport à lui? Sachant que le train va 40 km/h et la voiture 10 km/h dans le train. Eh bien, vous pouvez faire tout le raisonnement que vous voulez, vous n'avez pas de réponse. Ce qu'on sait sur l'espace-temps ne nous permet pas d'apporter une réponse à cette question-là. On pourrait penser intuitivement que ça devrait être 50 km/h, c'est ce que nous dit l'expérience quotidienne, mais aucun raisonnement ne vous permet d'arriver à ces conclusions tant que vous n'admettez pas plus de choses, tant que vous ne savez pas plus de choses sur les concepts d'espace et de temps. Voilà, donc alors, ces deux questions montrent qu'effectivement il faut aller plus loin dans la description de ce que sont l'espace et le temps, donc on va continuer. Mais avant de continuer, je vais... Ceci, alors pour obtenir une expérience, comment on va faire? Nous vivons dans un espace-temps qui a des propriétés particulières et que nous ne connaissons pas. Évidemment qu'on peut faire ces expériences et avoir une réponse, à ces questions. Alors, que peut-on conclure en fait d'une expérience que l'on va faire? Parce que je vais parler d'un paramètre qui va être tout à fait essentiel, qui est la notion de précision. Alors, par exemple, je reprends l'expérience des horloges. Mettons que j'ai deux horloges qui sont synchronisées, qui indiquent la même heure, 2h43. 43 à un moment donné. Je les sépare. Et puis, admettons que quand les horloges sont à nouveau réunies, l'une indique 4h07, 39 secondes, l'autre 37 secondes. On dirait par exemple que le résultat est positif. Le résultat de l'expérience est positif, c'est-à-dire qu'il met en évidence une différence de synchronisation avec les horloges. Alors, qu'est-ce que je conclurais d'une telle expérience si le résultat de l'expérience est celui-ci? Je conclurais qu'effectivement, le mouvement relatif de deux horloges désynchronise deux horloges initialement synchronisées et identiques. Je pourrais tirer une réponse positive de l'expérience. Par contre, si mon expérience me donne le résultat suivant, je trouve la même heure, qu'est-ce que je peux conclure? Est-ce que je pourrais en conclure que le mouvement, que l'écoulement du temps, en quelque sorte, c'est-à-dire le fonctionnement d'une horloge dépend de son mouvement relatif? Eh bien, c'est ce que je pourrais conclure si le résultat que j'avais ici, j'étais sûr de sa précision, j'étais sûr du résultat avec une précision infinie. Cependant, ce n'est jamais le cas. Malheureusement, les mesures que je fais se font toujours à une certaine précision. Donc ce que je peux conclure, c'est la chose suivante, c'est qu'effectivement, ce résultat obtenu serait compatible avec le fait que l'écoulement du temps ne dépend pas du mouvement des corps, du mouvement relatif des deux horloges. Mais également, une autre réponse tout à fait possible, c'est que si une désynchronisation est introduite par le mouvement relatif de ces deux horloges, alors cette désynchronisation a été trop petite, trop faible dans ce cas-là, pour que je puisse conclure. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le résultat de l'expérience est négatif, je n'observe pas de différence de désynchronisation entre les deux horloges. Je peux conclure qu'il y a deux possibilités. Soit effectivement, le fonctionnement des horloges, en quelque sorte, l'écoulement du temps n'est pas affecté par le mouvement relatif des corps. Soit, s'il est affecté par le mouvement relatif des corps, c'est d'une quantité qui a été trop faible dans le cas de cette expérience pour avoir été mis en évidence par l'expérience que j'ai réalisée. Et rien ne me dit que si je fais une mesure plus précise, qu'à ce moment-là, je verrai éventuellement une différence. Ça veut dire également que si on était dans un espace-temps tel que le mouvement des horloges, le fonctionnement des horloges n'est pas du tout affecté par le mouvement relatif, c'est-à-dire que le temps est le même vraiment pour toutes les horloges, eh bien je ne pourrais jamais le savoir. Puisque pour le savoir, il faudrait avoir un résultat expérimental avec une précision infinie, ce qui n'est jamais le cas. Alors, que nous disait l'expérience? D'abord, je prends un petit peu de temps, je vais parler d'espace-temps.
j'ai parlé d'espace, j'ai parlé de temps. L'espace, c'est très simple, c'est rien d'autre que la réunion de tous les lieux possibles. Le temps, c'est rien d'autre que, que l'ensemble de toutes les dates possibles. L'espace-temps, qu'est-ce que c'est? Alors, avant de parler d'espace-temps, j'ai parlé d'événements. Un événement, c'est ce à quoi on fait toujours référence. Quand on se fixe un rendez-vous, on ne se donne pas seulement un lieu, on ne se donne pas seulement une date. On se donne à la fois un lieu et une date. Un événement, pour un physicien, c'est ça. C'est les données d'un lieu et d'une date. Et bien, de même que l'espace, c'est l'ensemble de tous les lieux possibles, que le temps c'est l'ensemble de toutes les dates possibles, l'espace-temps, c'est rien d'autre que l'ensemble de tous les événements possibles. Et l'espace-temps, le mot peut parfois faire peur, on a l'impression que c'est très compliqué, mais non. C'est ce à quoi on fait vraiment toujours référence dans notre vie quotidienne. Quand on fixe un rendez-vous, on donne toujours une date et un lieu, c'est-à-dire qu'on détermine toujours un événement de l'espace-temps. Alors donc, ce que Newton en fait a vraiment réalisé, c'est qu'avant de faire une théorie physique, il faut savoir précisément les propriétés de l'espace et du temps. Donc avant de faire une théorie physique, il faut d'abord, bien sûr, connaître au préalable les propriétés précises de l'espace-temps. Ça veut dire que avant de faire une théorie de la physique, il faut d'abord avoir une théorie fiable de l'espace-temps qui nous dise très précisément ce que sont les propriétés de l'espace et du temps. Alors je ne voudrais pas vous faire peur en vous disant faire une théorie de l'espace-temps. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment deux choses. S'il y a un seul chose à retenir, c'est vraiment celui-ci. Il y a deux concepts qu'il faut bien distinguer. L'espace-temps réel, qui est l'espace-temps dans lequel nous vivons. L'espace-temps dans lequel nous vivons, il a des propriétés bien particulières. Ces propriétés, nous ne les connaissons pas a priori. Ces propriétés, par contre, on ne les connaît pas a priori, mais on peut y avoir accès par le biais d'expériences. Mais par le biais d'expériences qui auront toujours une précision limitée. Par conséquent, les propriétés de l'espace-temps réel, qui est unique, nous ne les connaissons pas a priori, mais on peut accéder à leur connaissance approximative, c'est avec une certaine précision limitée, par le biais d'expériences. Ensuite, un autre concept, ce sont les espaces-temps théoriques. Pas un seul, des espaces-temps théoriques, il y en a une infinité, autant que nous permet notre imagination. Il faut voir qu'un espace-temps théorique, c'est rien d'autre qu'une construction de l'esprit, quelque chose qui n'existe pas dans le réel a priori. C'est un vrai fantasme de physicien. D'accord? Donc c'est une construction de l'esprit où on décide que l'espace et le temps, ou que l'espace-temps a des propriétés particulières que l'on choisit de façon arbitraire. Par conséquent, cet espace-temps théorique ou ces espaces-temps théoriques, ils sont arbitraires et nous les connaissons parfaitement puisqu'ils ont les propriétés qu'on décide de leur donner. Donc un espace-temps théorique, on le connaît parfaitement, et donc nous sommes, dans le cas de cet espace-temps théorique qui est véritablement une construction de l'esprit, nous sommes capables de faire des prédictions, mais des prédictions avec une précision infinie en principe, dans la mesure où on sait résoudre les équations qui apparaissent dans notre problème. Donc cet espace-temps théorique, c'est quelque chose qui n'a pas d'existence réelle, c'est une construction de l'esprit qu'on connaît en principe parfaitement et dont on connaît, à partir duquel on peut faire des prédictions avec une précision arbitrairement grande. Alors l'intérêt des espaces-temps théoriques, c'est bien sûr dans quelle mesure ils peuvent décrire l'espace-temps réel dans lequel nous vivons. Et ça, c'est l'expérience qui nous le dit. Quand on fait une expérience dans le réel, on obtient un certain résultat avec une certaine précision. On peut imaginer qu'on ferait cette expérience d'un espace-temps qui aurait les propriétés de l'espace-temps théorique qu'on a imaginé. On connaît le résultat exact que donnerait cette expérience. On compare le résultat de l'expérience qu'on imagine dans un espace-temps théorique à ce qu'on observe dans notre expérience. Et si on trouve la même chose à la précision des mesures faites près, on va conclure donc notre description théorique de l'espace-temps est une bonne description de l'espace-temps réel. Sinon, il faudra travailler un petit peu plus. Alors, je vais décrire essentiellement deux espaces-temps. L'espace-temps de Newton d'abord, et ensuite l'espace-temps de la relativité restreinte, en montrant ce que la lumière nous a appris, comment la lumière nous a permis de passer de l'un à l'autre, en quelque sorte. Alors, Newton, c'est vraiment le premier à réaliser qu'il faut vraiment faire d'abord une théorie précise de l'espace-temps avant de faire de la physique. Alors, Newton imagine un espace-temps qui a des propriétés tout à fait idéales. Il imagine que l'espace est euclidien. Dire que l'espace est euclidien, ça veut dire qu'il a toutes les propriétés qu'on connaît, qu'on a prises au collège. On peut faire des droites parallèles, la circonférence d'un cercle, c'est 2 pi fois son rayon, etc. La somme des angles d'un triangle, c'est 180 degrés, et compagnie. Alors, le fait que l'espace est euclidien sera surtout deux conséquences qui sont très importantes pour nos physiciens. C'est que l'espace est homogène et isotrope. Dire que l'espace est homogène, d'un point de vue expérimental, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais une expérience ici, une expérience qui me donne un certain résultat,
Si je reproduis la même expérience ailleurs, n'importe où, toutes conditions égales par ailleurs, eh bien le résultat sera le même. Ça veut dire que l'espace est homogène. Dire que l'espace est isotrope, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de direction privilégiée. Donc ça veut dire que quand je fais mon expérience ici, mon dispositif expérimental est orienté d'une certaine façon. Si je refais la même expérience, mais en tournant mon dispositif expérimental d'un angle quelconque, en l'orientant d'une autre façon, eh bien si je fais cela toutes choses égales par ailleurs, le résultat de l'expérience sera à nouveau le même. Ça, c'est pour l'espace. Pour le temps, Newton dit que le temps s'écoule de façon uniforme et qu'il n'y a pas d'instant privilégié en quelque sorte. C'est-à-dire que l'expérience que j'ai faite ici à une date donnée m'a donné un certain résultat. Si je refais la même expérience demain ou dans 1000 ans ou si je l'avais faite il y a 1000 ans, toutes choses égales par ailleurs, le résultat de l'expérience aurait été le même. Donc expérimentalement, c'est ceci. Dire que l'espace-temps est homogène, isotrope et uniforme, c'est dire finalement que le résultat d'une expérience, toutes choses égales par ailleurs, ne dépend pas du lieu de l'expérience, de l'orientation du système expérimental et de la date à laquelle je fais l'expérience. Et Newton introduit également une supposition, une hypothèse de plus. Je ne sais pas si j'ai vraiment conscience qu'il faisait vraiment une hypothèse forte en faisant ça, mais enfin, il suppose que la mesure du temps, en plus, ne dépend pas de l'observateur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je considère deux événements donnés, le premier événement, par exemple, c'est le début de cette expérience, le début de ce séminaire, ici, dans cette salle. Le deuxième événement, ce sera la fin de ce séminaire, à peu près 1 heure plus tard. D'accord? Je peux m'intéresser à la séparation, à la séparation temporelle de ces deux événements. La séparation temporelle de ces deux événements, si je sais bien mon timing, c'est 1 heure. 1 heure pour nous. D'accord? Je peux aussi m'intéresser à la séparation spatiale entre ces deux événements. Ça veut dire que la distance entre le lieu auquel a lieu le premier événement et la distance par rapport au lieu auquel se produira le deuxième événement. Le premier et le deuxième événement se produisent dans cette salle. Donc pour nous, on va dire que la distance spatiale entre ces deux événements est nulle. La distance spatiale entre ces deux événements, c'est 0 mètre. Mais ce point de vue-là est très relatif, car si je considère, non pas que ces deux événements sont observés par quelqu'un qui se trouve dans cette salle, mais par quelqu'un qui serait par exemple attaché au Soleil. Pendant le temps d'expérience, la Terre tourne autour du Soleil à 30 km par seconde. En 1 heure, la Terre fait à peu près 100 000 km. Par conséquent, pour un observateur attaché au Soleil, la distance entre ces deux événements, ce n'est pas 0, comme pour nous, c'est 100 000 km. Par conséquent, la distance spatiale entre deux événements est quelque chose qui dépend de l'observateur. On peut traduire ceci en disant que l'espace n'est pas absolu. D'accord? La distance spatiale entre deux événements, c'est quelque chose qui dépend de l'observateur qui observe ces événements. Qu'en est-il pour le temps? Eh bien, ce que nous dit ceci, la petite hypothèse de plus de Newton, c'est que par contre, la séparation temporelle entre ces deux événements sera la même pour l'observateur qui est attaché au Soleil que pour l'observateur qui est au repos dans cette salle. C'est-à-dire que la mesure, la distance, la séparation temporelle entre ces deux événements, elle, contrairement à la séparation spatiale, ne dépend pas de l'observateur qui observe ces événements. Alors ça, donc, ceci définit l'espace-temps de Newton. Par conséquent, dans l'espace-temps de Newton, on voit qu'on peut finalement complètement séparer les notions temporelles et les notions d'espace, puisque la mesure de temps est complètement inaffectée par le mouvement de l'observateur ou par le mouvement de celui qui observe les événements considérés. Par contre, on traduit ceci en disant que le temps est absolu, le temps donc est le même pour tous les observateurs. Alors, on peut se rendre compte que ceci nous donne la réponse à la première question. Dans le cas de l'espace-temps de Newton, je peux reposer les deux questions que j'ai posées, les deux horloges que je sépare et le problème de composition des vitesses. Je commence par les horloges. Eh bien, puisque l'intervalle de temps qui sépare, qui est censé séparer donc, dans l'espace-temps de Newton deux événements ne dépend pas de l'observateur qui fait les mesures, eh bien, pour la première horloge et pour la deuxième, l'intervalle de temps qui va se séparer, qui va s'écouler entre le moment où je sépare les horloges et où je les réunis, sera le même pour les deux horloges. Par conséquent, dans le cas de l'espace-temps de Newton, on a la réponse à la première question, c'est que quand j'ai deux horloges identiques synchronisées à un moment donné, si je les sépare, que je les réunis, la réponse est oui, elles seront toujours synchronisées. C'est vraiment une prédiction de l'espace-temps de Newton, et on ne peut faire cette prédiction que parce qu'on a ajouté toutes ces hypothèses-là à ce qu'on savait sur l'espace-temps dans les deux premiers slides. Alors maintenant qu'on a répondu à la première question dans le cas de l'espace de Newton, on a envie de répondre à la deuxième. Alors, pour la deuxième, on va refaire un petit tour sur les expériences, et on va parler de la lumière.
Alors, je reprends donc mon problème de composition des vitesses. Je vous avais dit, un train qui se déplace à 40 km/h par rapport à Albert. Dans le train, un objet qui se déplace à 10 km/h par rapport au train. Quelle est la vitesse, donc, de l'objet, de la voiture ici, par rapport à Albert? Eh bien, avec tout ce qu'on sait maintenant sur l'espace-temps de Newton, avec tout ce qu'on a appris ici, on est capable de composer ces vitesses et de se rendre compte que la vitesse de la voiture mesurée par Albert, c'est la somme de la vitesse de la voiture par rapport au train, plus la vitesse du train par rapport à Albert. Donc, si l'espace-temps dans lequel on vit a exactement les propriétés de l'espace-temps de Newton, alors si le train se déplace à 40 km/h exactement, par rapport à Albert, si la voiture se déplace à 10 km/h exactement dans le train, alors par rapport à Albert, la voiture se déplace exactement à 50 km/h. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas savoir tant qu'on n'avait pas mis les hypothèses que Newton a mis pour définir l'espace-temps. Alors tout va très bien avec l'espace-temps de Newton, au 16e, 17e, enfin, au 17e, au 18e siècle, au 19e siècle. Pendant presque tout le 19e siècle, tout cela marche très bien. Jusqu'au jour où on a voulu faire une expérience, la même expérience que celle-ci en fait. Au lieu de considérer une voiture, on a considéré la lumière. Au lieu de considérer Albert, on considère le Soleil. Au lieu de considérer le train, on considère la Terre. Donc de quoi s'agit-il? On a ici le Soleil, la Terre qui tourne autour du Soleil, à typiquement 30 km/s. Et on observe la lumière qui vient d'une étoile très éloignée. Cette lumière arrive vers nous à une certaine vitesse, qu'on appelle c, par exemple, disons 300 000 km/s pour fixer les idées. Alors, comme les vitesses s'ajoutent dans la théorie de Newton, dans l'espace-temps de Newton, quand on compose les vitesses, on les ajoute tout simplement. Qu'est-ce qui se passe? Si cette lumière est observée par un observateur qui est attaché au Soleil, elle arrive à 300 000 km/s. Par contre, si elle est observée par un observateur qui est attaché à la Terre, cette vitesse ne sera pas la même. Elle dépend des vitesses de la Terre par rapport au Soleil. Alors, quand la Terre tourne dans ce sens-là, quand elle va en direction de l'étoile, la vitesse mesurée, ce sera 300 000 km/s plus 30 km/s. Donc ce sera 300 000, 30 km/s. Par contre, 6 mois plus tard, quand la Terre s'éloigne de l'étoile, le photon court après l'observateur, d'accord, et donc la vitesse de la lumière mesurée par l'observateur, ce sera c-v, ce sera 300 000 moins 30 km/s. Alors peu importe le fait que ce soit 300 000 ou 300 ou un peu moins ou un peu plus, ce qui est important, c'est que, d'après la théorie de Newton, au cours de l'année, il doit y avoir une fluctuation de la vitesse de la lumière qui vient d'une étoile lointaine, si je mesure ces vitesses par un observateur qui est attaché à la Terre. Je dois avoir une fluctuation de 60 km, de l'ordre de 60 km/s. Alors on voulait mettre donc cette vitesse en évidence. Bon, la motivation de l'expérience n'était pas exactement celle-ci, mais c'est très près de ça quand même. On fait des expériences et on se rend compte de quoi? Quelque chose de tout à fait inattendu. Et c'est que la vitesse de la lumière, mesurée par un observateur, c'est la même quand on se trouve ici et quand on se trouve là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis ici, que j'observe de la lumière qui vient de loin, je la vois arriver vers moi à une certaine vitesse. Bien, si je me rapproche de la source qui me voit la lumière, je vois la lumière qui arrive toujours à la même vitesse. C'est quand même très surprenant. Si une voiture vient vers moi à 100 km/h, que je me déplace vers la voiture à 10 km/h, la voiture arrive vers moi à 110 km/h. Par contre, si je m'éloigne à 10 km/h, la voiture me rejoindra à 90 km/h. Eh bien, ça ne se passe pas comme ça avec la lumière. Si la lumière allait, disons, à 100 km/h, elle arrive vers moi à 100 km/h. Si je vais vers elle à 10 km/h, je la verrai toujours venir vers moi à 100 km/h. Sauf que ce n'est pas 100 km/h, c'est 300 000 km/s. La vitesse de la lumière, ça c'est la moralité de l'expérience de Michelson-Morley, c'est que la vitesse de la lumière ne dépend pas de la vitesse de l'observateur qui observe cette lumière. Elle ne dépend pas non plus de la direction de laquelle vient la lumière, etc. La vitesse de la lumière, c'est quelque chose qui ne dépend de rien du tout. Alors attention, quand je dis la vitesse de la lumière, il faut être un peu plus précis que ça, il s'agit en fait du module de la vitesse de la lumière. Une vitesse, c'est une quantité de mètres par seconde, ou de kilomètres par seconde, mais c'est aussi une direction. La direction change. Si, par exemple, moi on voit ici, j'observe une étoile dans cette direction-là, si je mets en mouvement dans ce sens-là, l'étoile, je ne la vais plus dans cette direction, je la vais dans cette direction plus proche de l'axe vers lequel je me déplace. La différence n'est pas très importante tant que je n'ai pas des vitesses importantes, bien sûr. Mais ce phénomène, bien connu en astronomie, essentiel, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'aberration de la lumière, et qui est utilisé depuis très très longtemps en astronomie de position. Mais par contre, le nombre de mètres ou le nombre de kilomètres par seconde que parcourt la lumière ne dépend pas de ma vitesse. Je peux aller en mouvement autant que je veux, ce sera toujours 300 000 km par seconde. Bon, donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout prévu et qui est même complètement en contradiction flagrante
avec la loi de composition des vitesses que prévoit Newton. C'est quelque chose qui n'est pas du tout compatible avec les concepts d'espace et de temps qu'a introduit Newton. Par conséquent, on est vraiment dans une impasse. Si on veut avoir un espace-temps théorique, si on veut faire une théorie de l'espace-temps qui explique vraiment tout ce qu'on observe dans l'univers, eh bien, il faut revenir à notre copie. L'espace-temps Newton ne suffit pas. Il faut construire une autre théorie de l'espace-temps dans laquelle tout se passe comme avec la théorie de Newton. Si toutes les vitesses considérées sont petites par rapport à la vitesse de la lumière, dans ce cas, ça marche très bien. Il n'y a pas de différence. Alors, il n'y a pas de différence. Peut-être qu'il y a une différence, mais s'il y a une différence, elle est plus faible que ce qu'on est capable d'observer. Par contre, dès qu'au moins une des vitesses en jeu est comparable à la vitesse de la lumière, les choses se passent très différemment. Et en particulier, il faut rendre compte de l'expérience de Michelson. Si c'est 300 000 km par seconde, si le mouvement se fait à 300 000 km par seconde pour quelqu'un, il se fait à la même vitesse, 300 000 km par seconde pour tout le monde. Alors donc, c'est très compliqué. Et en fait, la réponse pour sortir de cette impasse était incroyablement simple. On ne pouvait pas imaginer une réponse plus simple que ceci. Je vous avais dit, quand j'ai défini l'espace-temps de Newton, ses propriétés pour l'espace, euclidien, donc homogène, isotrope. Le temps uniforme, puis une petite hypothèse supplémentaire. Il va suffire en fait de renoncer à cette hypothèse-là pour pouvoir construire une théorie qui permette de rendre compte de l'expérience de Michelson-Morley. C'est-à-dire, l'espace-temps de Minkowski possède les propriétés suivantes. Les mêmes propriétés que l'espace-temps de Newton, si je m'intéresse à l'espace et à le temps, sauf que je n'impose pas à la mesure du temps d'être indépendante de l'observateur. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si je reprends mon exemple tout à l'heure de deux événements, le début de la conférence, la fin de la conférence, je sais que la distance spatiale, la séparation spatiale entre ces deux événements dépend de l'observateur. Ce n'est pas la même pour quelqu'un qui est attaché à la Terre, la séparation spatiale c'est 0 mètre, et pour quelqu'un qui est attaché au Soleil. La séparation spatiale c'est 100 000 km. C'est pareil. Si la séparation temporelle entre le début et la fin de l'expérience c'est exactement 1 heure pour nous, rien ne dit que la séparation temporelle entre ces deux mêmes événements pour l'observateur attaché au Soleil sera aussi de 1 heure. Elle peut très bien être différente. Par conséquent, on ne peut plus considérer en fait, les phénomènes de datation indépendamment du reste. Ça veut dire qu'on ne peut plus faire une théorie de l'espace-temps dans laquelle on a le temps d'un côté et l'espace de l'autre. La nouvelle théorie de l'espace-temps qu'on est en train de faire mélange complètement les notions d'espace et de temps. Alors du fait qu'on mélange les notions d'espace et de temps, ça introduit quelque chose de vraiment très intéressant. Si je considère un panier dans lequel il n'y a que des pommes, bon bah ok, il y a des pommes, mais il n'y a qu'un nombre particulier qui apparaît. Si je considère un panier dans lequel il n'y a que des poires, pareil, aucun nombre particulier n'apparaît. Par contre, si je considère un panier dans lequel il y a des pommes et des poires, il y a un nombre naturellement qui apparaît. C'est la proportion de pommes par rapport aux poires. S'il y a 2 pommes par rapport à 3 poires, il y a le nombre de tiers ou 3/2 qui apparaît de façon naturelle. Et bien là, on fait une théorie de l'espace-temps dans laquelle on mélange les notions d'espace et de temps. Les notions d'espace se mesurent en mètres, les notions de temps se mesurent en secondes. Par conséquent, quand je fais une théorie, on peut concevoir une telle théorie, on peut concevoir qu'un nombre très naturellement va apparaître. Un nombre qui va se compter en mètres par seconde. Donc il y a une vitesse particulière qui apparaît naturellement dans la définition de cet espace-temps. Alors cette vitesse particulière, on va l'appeler grand V. Bon, il se trouve que l'espace-temps de Minkowski est construit de telle sorte que cette vitesse grand V possède une propriété très particulière. C'est que si un corps se déplace à la vitesse grand V pour un observateur, alors il se déplace aussi à la vitesse grand V en mètres par seconde, pas forcément en direction, mais en mètres par seconde pour tout autre observateur. C'est-à-dire que dès qu'on mélange une notion d'espace et de temps, dès qu'on renonce à l'hypothèse supplémentaire qu'on avait chez Newton, et quand on fait ceci, bon, d'une certaine façon, pas complètement arbitraire quand même, on introduit naturellement dans la définition même de l'espace-temps une notion de vitesse qui n'a rien à voir avec de la physique a priori, rien ne dit que c'est la vitesse de la lumière, c'est une notion de vitesse qui apparaît de façon très naturelle, et dont le module, la quantité de mètres par seconde, ne dépend pas de l'observateur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Par contre, bien sûr, c'est que dans la mesure avec cet espace-temps, on veut décrire ce qui se passe dans notre espace-temps réel, et bien comme dans notre espace-temps réel, il semble que la lumière possède précisément cette propriété, car cette vitesse grand V qui intervient dans la définition de l'espace-temps de Minkowski, il est très naturel d'identifier la vitesse de la lumière à cette vitesse grand V. Par conséquent, l'expérience de Michelson-Morley suggère très naturellement que ce grand V ici va correspondre, dès que je fais une théorie de la lumière, à la vitesse de la lumière dans l'espace-temps de Minkowski. Alors quand je fais ceci, à partir de cette théorie, je peux refaire bien sûr toutes les
toutes les expériences précédentes. Et je peux en déduire également une loi de composition des vitesses. Et on peut se rendre compte que cette loi de composition des vitesses possède les propriétés suivantes. Tant que je compose des vitesses qui sont très petites par rapport à la vitesse grand V, ou par rapport à C, si on veut, alors les vitesses s'ajoutent comme dans la théorie de Newton. Par contre, si une seule de ces vitesses est égale à grand C, alors je peux la composer avec n'importe quelle autre vitesse, j'obtiendrai toujours la même vitesse grand C. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne? Pardon, oui. D'abord une petite remarque. Alors une fois qu'on a fait cela, on peut justifier le fait qu'on parle de la vitesse de la lumière. Je ne sais pas si c'est une chose que vous êtes demandé. Qu'est-ce qui justifie qu'on parle de la vitesse de la lumière sans aucune autre précision? Quand je parle d'une voiture, si je parle de la vitesse de la voiture, ça n'a pas tellement de sens. Est-ce que c'est par rapport à quelqu'un qui est au repos sur la route, par rapport à quelqu'un qui se déplace dans une autre voiture, etc. La vitesse d'une voiture dépend de la personne qui observe la voiture, bien sûr. Ce qui permet de parler de la vitesse de la lumière, c'est précisément le fait qu'elle possède, il semble en tout cas qu'elle possède ses propriétés. Pour parler de la vitesse de la lumière, je n'ai pas besoin de préciser au préalable les caractéristiques de la source de lumière, si la source de lumière se déplace, est au repos ou pas. Je n'ai pas besoin de préciser de quelle direction vient cette lumière, je n'ai pas besoin de préciser quelle est ma propre vitesse. Parler de la vitesse de la lumière, ça a un sens parce que, précisément, la vitesse de la lumière ne dépend d'aucun de ses paramètres, ni du mouvement de la source, ni du mouvement de l'observateur, ni de la direction dans laquelle elle se déplace. Alors nous avons donc là deux théories de l'espace-temps. La théorie de l'espace-temps de Newton, dont on sait qu'elle posait un problème avec l'expérience de Michelson, et l'espace-temps de Minkowski. Donc l'espace-temps de Minkowski qui permet donc d'expliquer beaucoup de choses qui ne permettaient pas d'expliquer la théorie de Newton. Vraiment, la découverte de l'espace-temps relativiste, pour moi, l'espace-temps de Minkowski, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment l'âge zéro véritablement de la physique moderne. Avant, je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas de physique théorique intéressante avant, évidemment, il y avait beaucoup de choses très intéressantes. Il y avait la gravitation de Newton, différentes théories de la lumière, la thermodynamique, la théorie de Maxwell, etc. On connaissait tout ceci avant d'avoir l'espace-temps de Minkowski, avant d'avoir la relativité restreinte. Mais véritablement, quand on a compris qu'il fallait penser en termes d'espace-temps et d'espace-temps relativiste, on a vraiment changé complètement de façon de penser la physique. Et toute la physique qu'on fait depuis, tous les progrès de la physique qui sont apparus au cours du XXe siècle et du XXIe siècle auraient été complètement inconcevables en dehors de l'espace-temps, en dehors des concepts relativistes d'espace-temps. Les notions newtoniennes d'espace-temps ne nous auraient pas permis de faire toutes les découvertes qu'on a fait au cours du XXe siècle. Alors, je vais comme répondre avec des ordres de grandeur. On va reprendre l'expérience des horloges, initialement synchronisées. On les sépare pendant 1h20, 1h30, un truc comme ça. Voilà, et on va supposer donc qu'en fait, on laisse une horloge au repos dans cette salle, et l'autre horloge, je l'emmène avec moi, et je l'emmène à pied, tranquillement. Je reviens 1h30 plus tard, je la ramène. Dans l'espace-temps de Minkowski, quelle me prévoit la réponse? Si l'espace-temps a les propriétés de l'espace-temps de Newton, ce que prévoit l'espace-temps de Newton, c'est que quand je vais réunir ces deux horloges, elles seront à nouveau parfaitement synchronisées. Exactement, avec une précision infinie. Si je refais le calcul, mais dans le cas de l'espace-temps de Minkowski, qui possède les propriétés que je viens de définir ici, eh bien j'ai trouvé qu'une désynchronisation a été introduite par le mouvement relatif de ces deux horloges. Et si le mouvement avec lequel je transporte l'horloge c'est 5 km/h, la désynchronisation introduite est quand même très 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 faible. On peut comprendre qu'on ne s'est jamais rendu compte. En fait, c'est de combien? Quand les horloges sont réunies, si l'une indique 4 heures, 7 minutes et 38 secondes, oui, 39 secondes, l'autre, et 39 secondes, oui, l'autre indiquera une différence qui sera extrêmement faible, ça c'est la seconde, 0 seconde, ça c'est le millième de seconde, le millionième, le milliardième, le 1000 milliardième de seconde. Vous voyez qu'il faut descendre au niveau du 100 milliardième de seconde pour voir une différence. C'est que sur un trajet de l'ordre d'1h30, un mouvement à 5 km/h, sur les vitesses ordinaires quand je marche, va introduire une différence, une désynchronisation des deux horloges qui va se compter en quelques 100 000 milliardièmes de seconde. Donc tout à fait normal qu'on ne se rende pas compte. On peut se dire, oui, mais si je vais un peu plus vite, si au lieu d'aller à pied, je vais en voiture, 100 km/h, ben, la différence est un peu plus importante, mais elle reste quand même toujours très faible. Le millième, le milliardième, 10 milliardièmes, 100 milliardièmes, c'est quelques 100 milliardièmes de seconde. De toute façon, c'est quelque chose qui est complètement... on peut très bien complètement ignorer ce phénomène dans notre vie courante. Maintenant, si je fais appel à des vitesses plus importantes, 100 000 km, non pas par heure, mais par seconde, c'est-à-dire le tiers de la vitesse de la lumière. À ce moment, la désynchronisation introduite sur 1h20, 1h30 est de l'ordre de 5 minutes. C'est
comme quelque chose de tout à fait mesurable. Et plus je m'approche de la vitesse de la lumière, plus la différence est importante. Et en fait, si je me déplaçais vraiment à la vitesse de la lumière, le temps ne s'écoulerait plus pour l'autre horloge. C'est ce qui se passe pour la lumière. Voilà, donc par rapport à la vitesse de lumière de référence, là je suis vraiment très près de la vitesse de la lumière, à quelques dizaines de kilomètres par seconde près. D'accord ? Eh bien, s'il s'écoule pour l'horloge qui est restée sur place à peu près 1h20, 1h30, pour l'horloge qui a été en mouvement, il s'est écoulé à peine plus d'une minute. C'est-à-dire que là, bien sûr, le phénomène devient extrêmement sensible. Alors ça, c'est très joli, c'est de la théorie, éventuellement donc qu'on confirme de façon permanente dans nos laboratoires, mais on peut penser à certaines applications. Alors pour parler d'un phénomène vous savez que la matière est composée d'atomes. Ces atomes sont composés essentiellement d'électrons et de noyaux atomiques. Ces noyaux atomiques sont composés de protons et de neutrons. Alors, ces particules sont très stables, donc elles sont rassemblées en atomes. Par contre, quand on prend un neutron, qu'on l'isole, ce neutron devient en fait instable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au bout d'un certain moment, il va se désintégrer en d'autres particules, en protons, électrons, etc. Il va se désintégrer spontanément. Et le temps au bout duquel il se désintègre, bon, je ne peux pas vous le dire exactement, mais on peut définir un temps de demi-vie. Le temps de demi-vie pour un neutron isolé, c'est à peu près, c'est typiquement 15 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire que si je prends un neutron et que je l'isole, au bout de 15 minutes, je vais le voir disparaître. Il va se désintégrer. Par contre, ce que ça veut dire, c'est que si je prends 1000 neutrons que je les isole, j'ai 1000 neutrons, ici, devant moi, je reviens un quart d'heure plus tard, il n'y en aura plus que 500. Il y en a 500 qui seront désintégrés. Si je viens encore plus tard, il n'y en aura plus que 250. Il y en aura encore la moitié qui sera désintégrée, etc. Et encore un quart d'heure plus tard, plus que 125, à peu près, ça peut être entre 120 et 130, et encore un quart d'heure plus tard, donc une heure après, il ne me restera plus qu'une soixantaine de neutrons. Réciproquement, si j'étais venu juste une minute après, il y a déjà quelques neutrons qui se seraient désintégrés. Donc ce temps de demi-vie est un temps statistique, il ne vous dit pas exactement combien de temps va vivre un neutron, mais à quelle vitesse, en quelque sorte, va décroître une population de neutrons isolés. On connaît d'autres particules élémentaires. Une particule en particulier appelée le muon, elle a un temps de demi-vie beaucoup plus bref. Son temps de demi-vie, c'est typiquement 2 millionièmes de seconde. Or, les muons sont des particules qui sont produites dans la haute atmosphère par le rayonnement cosmique. Le rayonnement cosmique, ce sont des particules de très haute énergie qui se baladent dans l'univers, qui ont été émises par différents phénomènes, soit explosion de supernova, tout ce que vous voulez. Donc des particules qui se déplacent à très grande vitesse. Quand elles arrivent dans la haute atmosphère, elles percutent d'autres particules, et donc ces chocs produisent en particulier des muons. Alors ces muons ont un temps de vie, de demi-vie de l'ordre de 2 millionièmes de seconde. Ça veut dire que si notre espace-temps avait les propriétés de l'espace-temps, voilà, si ces muons se déplacent à une vitesse qui est très proche de la vitesse de la lumière, en 2 millionièmes de seconde, ils peuvent parcourir seulement 660 mètres. 660 mètres pour le muon. Ça veut dire que si le temps avait les propriétés de l'espace-temps de Newton, eh bien, quand un muon est créé dans la haute atmosphère, eh bien, typiquement, il ne pourra parcourir que 660 mètres. Ça veut dire qu'au bout de 660 mètres, la moitié des muons qui ont été créés auraient disparu. 660 mètres plus loin, encore une autre moitié aurait disparu. Sachant que le phénomène se produit à 30 ou 40 km d'altitude, on ne devrait pas recevoir de muons au niveau de la surface de la Terre. Ça, c'est ce qui se passerait si les propriétés du temps étaient les propriétés qu'avait prévues Newton. Mais du fait que les propriétés du temps ne sont pas celles de Newton, mais plutôt celles de la relativité restreinte, eh bien, en fait, pendant que pour un muon, donc, il s'écoule 2 millionièmes de seconde, pour un observateur qui voit le muon se déplacer à une vitesse très proche de la vitesse de la lumière, il s'écoule beaucoup plus de temps que cela. Ce qui permet donc, en fait, au muon, en fait, en 200 millionièmes de seconde de temps pour lui, pendant que lui vit 200 millionièmes de seconde, pour un observateur au repos par rapport à la Terre, il peut vivre plusieurs dixièmes ou plusieurs dixièmes ou plusieurs centièmes de seconde, ce qui lui laisse largement le temps de traverser l'atmosphère terrestre. Par conséquent, c'est pour ça qu'on observe les muons au niveau de la surface de la Terre. Le fait qu'on les observe au niveau de la surface de la Terre est une conséquence directe des propriétés relativistes du temps que nous avons prises grâce à la lumière. Moins d'applications directes, mais enfin juste pour donner le résultat de ce qui se passe. Je vous avais dit qu'on va reprendre le problème du train, de la voiture et d'Albert. Alors, j'avais dit, bon, imaginons d'abord que le train se déplace à 40 km/h et la voiture à 10 km/h dans le train. Quelle est la vitesse de la voiture par rapport à Albert ? Si l'espace-temps a les propriétés de l'espace-temps de Newton, c'est 50 km/h.
Mais dans l'espace-temps de Minkowski, la vitesse, ce n'est pas 50 km/h. Bon, c'est pas très différent. La différence n'est pas si vite que ça, quand même. C'est quelques dixièmes de millimètres par heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la voiture se déplace exactement à 10 km/h dans le train, que le train se déplace exactement à 40 km/h par rapport à Albert, si Albert mesure la vitesse de la voiture, il va observer une vitesse non pas de 50 km/h, mais de 50 km/h moins 0,2 mm/h. Alors si le train va un peu plus vite, s'il va à 300 km/h, la différence est de l'ordre de 1 cm/h. Si le train maintenant va à 100 000 km/s, la différence est de l'ordre du km/h. Ça veut dire que la vitesse de la voiture par rapport à Albert, c'est la vitesse du train, plus non pas 10 km/h, mais un peu moins de 9 km/h. Et si on va à 200 km/s, à ce moment, c'est 185 mètres/h qu'il faut rajouter. Par conséquent, les effets deviennent très sensibles. Alors ça, bon, cette expérience elle-même n'est pas réalisée directement, évidemment, mais ce qui se passe dans nos accélérateurs de particules dépend exactement de cette physique-là, et on produit des particules accélérées à des vitesses toujours très proches de la vitesse de la lumière, on fait des chocs à très haute énergie, et tout ce qui se passe dans nos accélérateurs de particules ne peut être compris que dans le cadre d'un espace-temps relativiste. Si on essaie de comprendre ce qui se passe dans un accélérateur de particules avec l'espace-temps de Newton, c'est impossible. On a vraiment besoin des concepts d'espace-temps relativiste pour comprendre ce qui se passe dans un accélérateur de particules. Alors, notre application directe, là, qui nous concerne vraiment au quotidien, le principe du GPS. Le principe du GPS s'appuie vraiment sur le fait que la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km/s pour tout le monde et ne dépend de rien. Ne dépend pas du mouvement de l'émetteur, du mouvement du récepteur. Alors, c'est quoi le principe de la détermination des positions GPS? On considère un signal émis par un satellite qui est reçu par quelqu'un qui se trouve sur Terre. On compare l'heure de départ du signal, l'heure d'arrivée. On fait la différence de temps, dès qu'on se déplace à la vitesse de la lumière, ça nous donne la distance entre l'observateur ici et la position du satellite. Par conséquent, l'heure d'émission du signal satellite, l'heure de sa réception par votre récepteur, multiplié par la vitesse, vous donne la distance que vous avez par rapport à ce satellite. Quand on fait ceci par rapport à plusieurs satellites, on est capable de se positionner très précisément dans l'espace. Alors, bien sûr, comme il va falloir comparer donc, des échelles de temps, il faut tenir compte des propriétés de l'écoulement du temps d'une horloge quand elle est fabriquée sur Terre et quand cette horloge est embarquée sur le satellite. Si on faisait comme si, finalement, l'écoulement du temps, en quelque sorte, pour l'horloge, le temps est absolu, comme dans l'espace-temps de Newton, si l'écoulement du temps ne dépendait pas du mouvement de l'horloge par rapport à la Terre, sachant que cette latitude-là, l'horloge se déplace à 4 km/s, on ferait une erreur. Cette erreur serait de combien? L'erreur, son ordre relatif, ce sera à peu près typiquement de 10 puissance moins 10. Ça veut dire que cette vitesse de l'horloge embarquée introduit une désynchronisation, donc des horloges terrestres et spatiales, qui est de l'ordre de 10 milliardièmes de seconde par seconde. C'est pas énorme. Mais si vous tenez compte que dans une journée, il y a à peu près 10 puissance 5 secondes, 100 000 secondes, sur une journée, la dérive relative des horloges, due au fait qu'elles ont un mouvement relatif de 4 km par seconde, c'est typiquement de l'ordre d'un 100 millième de seconde. Un 100 millième par seconde, c'est pas grand-chose. Mais pour déterminer une position, vous multipliez un temps, qui doit donc tenir compte de cette dérive, par la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Par conséquent, si vous négligez cette dérive des horloges, eh bien, au bout d'un jour, vous plantez de plusieurs kilomètres dans votre positionnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne tenez pas compte donc, des dérives relativistes des horloges, si vous achetez un GPS aujourd'hui, qu'il est parfaitement réglé aujourd'hui, si vous l'utilisez demain, il vous donnera votre position avec une précision de l'ordre de quelques kilomètres. Pas terrible pour un GPS, on est d'accord. Bon, donc, ces effets relativistes sont absolument indispensables pour que tout simplement le GPS fonctionne. Il ne suffit pas de ceci, il faut aussi tenir compte du fait d'autres choses dont je n'ai pas parlé aujourd'hui. J'ai déjà parlé d'autres fois, mais je reviendrai aussi certainement. Des effets de relativité générale, donc, qui permettent de décrire le phénomène de gravitation en introduisant en plus une notion de courbure dans l'espace-temps, dont je n'ai pas parlé ici. Et ces effets de courbure introduisent également des effets d'une même ordre de grandeur. Mais d'une façon générale, donc on voit qu'on a besoin vraiment d'avoir une description relativiste précise pour une notion d'espace-temps, pour que simplement quelque chose d'aussi trivial que le système GPS fonctionne. Voilà, je vais arrêter là. Je sais pas. C'est bon.